Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo portant sur le programme d'histoire de la classe de 5e. Nous allons traiter aujourd'hui une partie du thème 2, Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, au XIe-XVe siècle. Ce thème nous invite à nous intéresser aux relations entre les individus dans l'Occident féodal. Après avoir étudié la domination des seigneurs dans les campagnes, nous allons traiter ici l'émergence des sociétés urbaines. Nous allons donc parler des villes au Moyen-Âge entre le XIe et le XVe siècle. Rappelons le cadre général. Le monde médiéval est en pleine croissance démographique à partir du Xe siècle, et les hommes développent leurs activités agricoles partout sur le territoire. La problématique qui est au cœur de notre sujet est la suivante. Comment les villes se sont développées au Moyen-Âge et qui peuple ces villes ? Afin de répondre à ces interrogations, nous allons d'abord nous attarder sur le cas de la ville de Bruges. Bruges est une ville médiévale. Tout d'abord, où est Bruges ? Eh bien, pour trouver Bruges, il faut aller dans le comté de Flandre, c'est-à-dire au nord de l'Europe, dans l'actuelle Belgique. Bruges n'est pas une ville côtière, mais elle est reliée à son port, ouvert sur la mer du Nord, par des canaux qui existent toujours aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, la ville s'est développée autour de son cœur historique, qui est souligné dans la vidéo. C'est d'ailleurs celui-ci qui est cartographié dans votre manuel. Ce document nous permet d'observer que la ville n'a cessé de croître depuis le Xe siècle. Mais pourquoi ? Première explication, Bruges est une ville très importante pour le commerce européen. La carte ci-présente le montre, Bruges est le grand port du nord de l'Europe. La ville est reliée à toutes les grandes villes commerciales et places de foire, c'est le cœur du commerce nord-européen. Au XVe siècle, le voyageur et historien Pedro Tafour présente Bruges dans ses récits de voyage comme le grand centre de tout l'Occident, et selon lui, tous les pays s'y rencontreraient. La deuxième explication à la grandeur de Bruges, ce sont ses marchands. Sur cette enluminure est représenté un marchand de vin commerçant dans la ville. Cette image est intéressante car deux plans sont analysables. Au premier plan, nous pouvons voir le marchand faire goûter son vin à un seigneur en armes. Les deux hommes sont aux côtés de tonneaux de vin, ces tonneaux sont identifiables grâce aux feuilles de vigne qui les entourent. Au second plan se trouve une grue très intéressante à étudier car elle illustre bien le fonctionnement de la ville. Cette grue fonctionne à l'aide de la force des hommes à l'intérieur qui font monter et descendre les marchandises grâce à une corde qui vient s'enrouler autour de la roue. La grue prend les marchandises présentes sur de petites embarcations qui ont remonté les canaux pour venir jusque dans la ville. En effet, la spécificité géographique de Bruges, c'est que les grands navires sont obligés de débarquer leurs marchandises au port, faute de profondeur dans les canaux. Ces marchandises sont donc embarquées sur de petits bateaux qui remontent les canaux jusque dans la ville en longeant les remparts. Ces deux représentations graphiques montrent les deux atouts de Bruges. Il y a le commerce mais aussi les draperies qui attirent les commerçants de l'Europe entière. Cette activité artisanale est ici représentée par les teinturiers qui donnent une couleur à un tissu sûrement revendu par la suite sur les marchés de la ville. Tous ces marchands et artisans qui se réunissent font grandir cette ville qui est la propriété du comte de Flandre. Toutefois, le comte délègue son autorité à des échevins à l'aide d'une charte de commune qui garantit aux habitants de Bruges que le comte n'abusera pas de son pouvoir. Les échevins se chargent de gérer la ville à la place du comte, c'est-à-dire qu'ils décident des impôts et prennent des décisions pour le bon fonctionnement de la ville. Ces échevins siègent au conseil communal qui se tient dans la halle de Bruges. Cette halle, avec le beffroi qui la surplombe, sont les symboles de la commune de Bruges et ils sont présents sur les sceaux qui valident les décisions des échevins. Grand 2. Habiter les villes médiévales. Pourquoi, à partir du XIe siècle, il y a de plus en plus d'habitants en ville ? Eh bien, vous avez pu voir au cours de votre scolarité que les sociétés antiques, tant les Grecs que les Romains, habitaient beaucoup en ville. Toutefois, à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, l'Europe occidentale est victime de nombreux raids, c'est-à-dire des attaques contre des villes, et de nombreux individus se sont réfugiés dans les campagnes qui étaient beaucoup moins exposées. Mais au XIe siècle, les villes grandissent à nouveau, de plus en plus d'individus viennent habiter dans les villes, en grande partie grâce au commerce qui se développe au même moment. Comment étaient les villes au Moyen-Âge ? Les villes se développent autour de leur centre ancien, souvent un château. Bruges est un très bon exemple, la ville s'est développée autour du Brugg. On peut aussi citer Paris, qui se développe autour de l'île de la Cité, qui est toujours le centre de la ville. Progressivement, la surface de la ville s'étend. Tout comme pendant l'Antiquité, les sociétés urbaines médiévales créent des remparts pour se protéger de l'extérieur. Ce sont d'ailleurs ces remparts qui nous permettent en partie de dater l'évolution des limites des villes. Dans le cas de Paris, des premières fortifications en bois et en terre ont été construites au Xe siècle. Il faut attendre Philippe Auguste, roi de France entre 1180 et 1223, pour que de vraies fortifications soient construites. Ces fortifications marquent toujours l'espace parisien aujourd'hui, comme ce bout de rempart rue Clovis dans le 5e arrondissement. Un siècle et demi plus tard, c'est Charles V qui élargit les limites physiques de Paris en créant à son tour des fortifications. Les travaux commencent en 1356 et se terminent en 1383. Ces remparts ont perduré jusqu'à la fin de la période qui nous intéresse. Ces fortifications ont été démolies au cours des années 1640, mais des éléments sont toujours présents dans le Paris d'aujourd'hui. Par exemple, ce bout de fortification dans le 4e arrondissement.
La ville de Paris, entourée des remparts de Charles V, a été cartographiée par 2 dessinateurs du XVIe siècle. Le plan de Trusquet et Hoyot est très intéressant car il nous montre comment était organisée la ville. Sur ce plan de Paris, nous pouvons voir qu'à l'intérieur des villes, les rues sont étroites et que la ville est parsemée de nombreuses églises. Toutes ces églises délimitent une paroisse, c'est-à-dire un espace géré par une église particulière. Et dès le XIIIe siècle, les hommes commencent la construction d'immenses cathédrales. Sur ce plan, vous pouvez voir Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité, et voici pendant quelques secondes une représentation en 3 dimensions de la construction de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Après avoir travaillé sur la ville en elle-même, nous pouvons désormais nous intéresser à ses habitants. Qui habitait ces villes ? En parlant de Bruges, nous avons pu noter la présence de 2 types d'habitants qui donnaient de la valeur à la ville, les marchands et les artisans. Les marchands ne sont pas tous riches, mais les grands marchands dominent la société urbaine. Ils vivent du commerce, mais ils tiennent une partie de leur fortune de l'argent qu'ils prêtent et des terres qu'ils achètent. Les grands marchands font partie des échevins qui dirigent la ville grâce au conseil communal. Les petits commerçants et la plupart des artisans composent la majorité de la population urbaine. À cela, il faut ajouter les clercs, c'est-à-dire les hommes d'église et les domestiques. Parmi cette population, nous pouvons trouver de nombreux pauvres qui font des petits métiers comme porteurs d'eau, ainsi que des individus qui vivent de la mendicité. Toutefois, la majorité des habitants travaillent dans des ateliers ou des boutiques, généralement ouvertes sur la ville. Chaque atelier est tenu par un maître, le patron, qui emploie des salariés que l'on appelle ses compagnons. Les maîtres sont tenus de former des apprentis, et vous l'avez vu, pour les couteliers de Paris, il faut qu'un coutelier forme 2 apprentis pendant une durée minimale de 6 ans. Ces règles sont émises par l'ensemble des artisans d'un même métier réunis dans un groupe appelé une corporation. Une corporation est une association de gens d'un même métier qui fixe les règles de la profession. Systématiquement, la corporation est associée à une association religieuse de professionnels que l'on appelle une confrérie qui vénère un saint protecteur du métier. On peut ici penser à Saint-Éloi pour les horlogers, à Sainte-Barbe pour les pompiers, ou encore Saint-Honoré pour les pâtissiers. Enfin, pas celui-là, le saint. Cette confrérie organise les célébrations liées au métier et est également chargée d'aider les artisans dans le besoin. La profession est donc importante pour comprendre comment ils vivent dans la ville. Dans cet ensemble urbain, l'enseignement occupe une place importante. Les marchands et les grands artisans envoient leurs enfants à l'école, que l'on appelle alors l'école municipale, pour apprendre les bases, c'est-à-dire lire, écrire et compter. Cet apprentissage est réservé aux enfants de familles riches. Après 13 ans, ce sont les écoles épiscopales, c'est-à-dire religieuses, qui donnent cours. Ils donnent aux élèves les bases scientifiques de l'époque, et dès le XIIIe siècle, les universités sont placées sous l'autorité du pape. Comme pour les campagnes, nous pouvons observer l'importance de l'Église dans la vie des urbains médiévaux. Grande 3. Est-ce que les villes sont plus libres que les campagnes ? Jusqu'au XIe siècle, les urbains, comme les ruraux, sont sous l'autorité d'un seigneur. Rappelez-vous, les seigneurs bénéficient d'une délégation du pouvoir du roi et de nobles, et exercent cette autorité sur leurs vassaux. Progressivement, les urbains vont obtenir des concessions de la part du seigneur. Dans les campagnes, ces droits étaient concédés avec des chartes de franchise, et dans les villes, ce sont des chartes de communes. Progressivement, de nombreux ruraux quittent les campagnes vers les villes pour sortir de la pression des seigneurs. Ces chartes de communes permettent aux urbains de se protéger du pouvoir du seigneur en adoptant un pouvoir collectif. Pour faire simple, dans le nord de l'Europe, ce pouvoir est tenu par les échevins qui élisent un bourgmestre pour un an. Ces noms sont d'ailleurs toujours utilisés en Belgique pour désigner le maire et ses conseillers municipaux. Ces échevins se réunissent en un conseil de commune. Le conseil prend les décisions sur la vie de la ville, cela va des impôts à la gestion des déchets ou encore les autorisations de commercer sur les marchés. Très vite, ces conseils communaux sont dominés par les grandes familles. À titre d'exemple, en 1300, le conseil de la ville de Lille est tenu par 5 familles uniquement. Ces grandes familles peuvent gouverner comme bon leur semble et dès la fin du XIIIe siècle, des révoltes éclatent dans de nombreuses villes contre la domination de ces familles. Pour conclure,
En étudiant la ville de Bruges, nous avons pu voir que les villes au Moyen-Âge se développent en grande partie grâce au commerce. Mais que dans ces villes, nous trouvons plein de métiers différents. Marchands, artisans, clercs, etc. Cet ensemble d'hommes et de femmes forme la société urbaine. Elle est composée de nombreux ruraux qui ont quitté les campagnes pour obtenir plus de liberté en ville, mais cette liberté a été progressivement captée par les grands marchands qui exercent leur autorité sur les villes et donc les sociétés urbaines. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Premièrement, les villes se développent à partir du XIe siècle grâce à l'explosion du commerce. Deuxièmement, plein de métiers existent en ville. Les professionnels se réunissent en corporation. Troisièmement, les urbains ont plus de liberté grâce aux chartes de communes, mais de puissantes familles marchandes captent le pouvoir.